Bienvenue Géraldine sur Fleur de Cactus. Merci de me faire cet honneur. Merci pour votre invitation, Susanna. Alors Géraldine, vous êtes auteure de nombreux ouvrages en psychologie, développement personnel. Vous êtes psychopraticienne depuis 25 ans, spécialisée dans de nombreuses thématiques, dont l'hypersensibilité, qui est d'ailleurs notre thème d'aujourd'hui. On va voir comment on le met en relation avec on va dire, thématique principale qui est la mort et le deuil. Vous avez récemment publié Les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or, chez l'édition Le Duc. Alors avant de commencer à aborder la jeunesse de votre livre, comment avez-vous compris que vous-même étiez hypersensible ? Des rencontres, bien sûr, des professionnels spécialisés dans le domaine qui m'ont confirmé mon intuition qui avait été titillée et réveillée au détour de certaines lectures. Et puis rien que le mot hypersensibilité me parlait déjà en lui-même. Et puis, au début, je n'y ai pas, j'ai pas forcément adhéré totalement aux mots et je me suis pas totalement associée tout de suite. Il m'a fallu un temps d'observation pour vraiment me dire, mais oui, c'est évident. Hmm. Euh, je ne suis pas du genre à sauter de plein pied sur une caractéristique, donc j'ai voulu observer et ça prenait tellement sens au regard de tout ce que j'avais traversé, de comment j'avais vécu les choses, de certaines de mes réactions, euh, de ma personnalité. Ça faisait tellement sens qu'à un moment donné, je me suis dit, mais oui, c'est une évidence. Et ce sens que ça donnait à tout ça, à tout ce que j'avais vécu, me permettait aussi, dans l'instant, d'accueillir ma différence. Hmm. Et c'est ensuite que j'ai pu m'apercevoir que ça, ça a été comme une porte qui s'est ouverte sur plus de créativité, euh, plus de le côté hyper devenait en fait un hyper créativité, hyper émotion, hyper inspiration. En fait, le côté intense, en accueillant et en acceptant, en comprenant mon Mhm. hypersensibilité, eh bien, ça m'a permis d'ouvrir une porte sur euh, une autorisation en fait à être pleinement qui je Hmm. suis. Et du coup, ma créativité s'est décuplée. Et j'aimerais bien qu'on définisse un petit peu ce qu'est l'hypersensibilité parce que j'ai l'impression que dans le discours un peu des médias, des réseaux sociaux aussi, qui aident et qui n'aident pas toujours, je crois, comment on pourrait définir cette hypersensibilité? C'est le fait de ressentir de manière intense, mais j'ai l'impression que c'est bien plus que ça, finalement, parce que là, vous avez évoqué les mots tels que créativité, intuition, et c'est bien plus que une simple émotion que l'on ressent à 1000%, en fait. On a, en tant qu'hypersensible, on a des filtres en moins. On prend beaucoup plus d'informations inconsciemment et consciemment. Donc, c'est-à-dire que Hmm. on absorbe un grand nombre d'informations. Il y a en effet des émotions fortes et qui durent longtemps. Hmm. Il y a une hyper-empathie plus ou moins intense suivant les personnes. On va ressentir les autres, on va ressentir l'autre, on va sentir si la personne est en prise avec des émotions plutôt lourdes ou avec des émotions plutôt légères et pétillantes. On va sentir ça. Hmm. Il y a aussi une hypersensitivité qui va être sur plusieurs canaux ou pas. Par exemple, moi j'ai une sensibilité au son, c'est-à-dire je peux entendre vraiment des sons, des bruits, des paroles très éloignées, mais aussi je vais être agressée par des sons très forts, notamment dans les aigus, par exemple. Il y Hmm. a des personnes qui vont être plus sensibles à la lumière ou au désordre devant eux.
D'autres personnes vont être sensibles au niveau corporel, les étiquettes qui grattent, des textures Mhm. que ces personnes ne peuvent pas porter. Voilà, chaque sens peut chez certaines, enfin, on peut avoir plusieurs sens très développés, une hypersensibilité sur plusieurs ou sur un seul. Mhm. Euh, une hyper-intuition, alors là aussi plus ou moins forte, suivant que l'on accepte d'écouter notre voix intérieure ou pas. Euh, il va y avoir aussi de la créativité. C'est souvent chez les hypersensibles un vecteur d'émotion, euh, vecteur de sentiments aussi très intenses, proches de la grâce pour certains. Mhm. Et la créativité va être aussi un canal d'expression et une façon de pouvoir aussi gérer cette intensité. J'aime pas gérer, de pouvoir canaliser cette Ouais. intensité, traduire cette intensité, Mhm. qu'elle puisse être le terreau de Mhm. quelque chose que l'on va créer. Et c'est ce que vous donnez comme possibilité avec l'ouvrage que vous avez écrit, les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or, c'est de reconnaître aussi ce don, et non pas, j'aime bien le fait que vous ne parliez pas de maîtrise, mais plutôt de canaliser, d'embrasser. Quelle est la motivation principale finalement de cet ouvrage? À force d'entendre que c'était à la mode, je Mhm. me suis dit que j'allais réfléchir sur le sujet au lieu de le refuser en m'énervant parce que non, je ne pense pas que c'est un sujet à la mode, mais que c'est un sujet qui parle. Et donc, Mhm. j'ai déroulé en fait cette réflexion. Mhm. Et un matin, je me suis réveillée et c'était une évidence, comme Mhm. s'il y avait eu tout un processus intérieur. Et j'ai eu une sorte de vision, d'image où je voyais le futur avec des êtres hypersensibles qui seraient majoritaires. Et c'est là que je me suis dit, et si l'hypersensibilité était la manifestation d'une évolution de conscience des humains? Parce Mhm. qu'il y a une augmentation de l'hypersensibilité. Parce que nous sommes dans une société aussi brutalisante, Mhm. violente. On ne peut pas ne pas être informé de ce qui se passe à l'autre bout du monde et on est donc touché, ça nous sensibilise et on est dans une société qui nous sensibilise et qui nous brutalise. Et donc, je suis aussi passée par là en me disant, mais cette émergence d'hypersensibilité Mhm. que l'on voit chez les jeunes générations Mhm. en augmentation, Mhm. et je me suis dit, et pourquoi pas? C'est une hypothèse. Et si c'était les avant-gardistes du monde de demain, et si ce futur lointain, notre futur, et si c'était ça, c'est-à-dire des humains plus sensibles au vivant, plus respectueux du vivant, plus respectueux de Mhm. certaines valeurs, telles qu'on le voit chez les Mhm. hypersensibles. Et c'est comme ça que m'est venue euh, la thématique, je dirais, de l'hypersensibilité spirituelle. C'est cette vision qui m'a donné envie d'abord d'écrire un article. J'ai voulu voir si mon truc c'était une utopie, un délire à moi toute Une seule. lubie, Et ouais. Mhm. puis j'ai eu un tel écho que je me suis dit, ah, ça parle hein, aux Mhm. êtres, et si ça Mhm. leur parle, c'est que ça doit faire vibrer quelque chose. Il y a quelque chose dans les consciences, il y a une énergie Mhm. particulière, il y a peut-être quelque chose qui demande à être dit, des mots à être posés, et c'est comme ça que j'en suis venue à écrire ce livre. Et je crois aussi à réagir à ce qui est plus proche de nous et non pas à des choses qui sont qui se passent comme vous dites à l'étranger où on voit des guerres qui sont loin de nous et peut-être que oui on réagit à ces choses-là, on les regarde de loin mais on s'émeut etc. On vit plein de choses. Mais dès que ça passe notre cercle un peu plus proche de nous, j'ai l'impression et on a pu le voir avec la pandémie, le confinement. Et là, on se dit ah non, c'est pas possible, je peux pas vivre ça. Et je crois que, comme vous le dites très bien dans votre livre, c'est que ces hypersensibles, eh bien, ils sont là parce que on est dans une société hyposensible qui ne veut pas ressentir quand c'est dans notre cercle intime. Ok, quand ça se passe au Bangladesh, en Afrique, dans ces pays où on a l'habitude de voir des choses qui se déroulent comme cela. Mais dès que ça arrive dans notre
coin un peu plus proche et gardé, c'est très compliqué. Et c'est là où je veux en venir, c'est que quand j'ai lu votre livre, la première chose que je me suis dite, c'est que finalement, peut-être qu'on est tous des hypersensibles refoulés. Au même titre qu'on refoule en permanence les deuils, les choses qui sont tumultueuses d'un point de vue émotionnel, sensible, et que nous avons été confortés dans cette idée qu'il ne faut pas ressentir pour mieux travailler, pour survivre socialement finalement. Et en tant que thérapeute, c'est là où j'aimerais aller un petit peu plus dans le sujet aussi de Fleur de Cactus, qui est donc la mort et le deuil. En tant que thérapeute, ne pensez-vous pas que le deuil permet de renouer avec une part de vérité que l'émotion permet de réveiller, et donc de renouer avec cette hypersensibilité qui serait refoulée quelque part? C'est très juste. La confrontation au deuil, à la mort, nous ramène au sens de la vie d'une certaine façon, paradoxalement. On ne peut pas euh, faire cette impasse. Et en vivant le deuil, on vit intensément parce qu'on ressent tellement fort qu'on est confronté à la perte, mais aussi confronté à là où nous en sommes de notre philosophie concernant la vie, de l'absence ou la présence de la foi, de certaines croyances. Et face à la mort, on est confronté à nos croyances concernant la vie. Et on ne peut en effet pas faire l'impasse de l'émotion à cet instant. C'est plus fort. On pourra avoir tous les mécanismes de défense possibles, tous les systèmes de protection. Quelque chose va se produire. Ensuite, en fonction de notre gestion de l'événement et de notre structure psychologique, on va le vivre différemment. Mais en effet, on peut s'interroger en se demandant si cette société où les émotions n'ont pas trop leur place, sauf spécifiquement certaines d'entre elles, bien normées, bien carrées, bien dans la boîte, on peut s'interroger là-dessus. Et en effet, quand on vit un deuil, quelque chose, c'est incontrôlable ce qu'on ressent. On ne peut pas contrôler ce que l'on ressent. Et en effet, je pense qu'il y a dans notre société quelque chose qui est... Enfin, le simple fait de dire hypersensible sous-entend qu'il y a quelque chose de trop. Moi, je suis allée regarder sur la notion de hyper, la racine grecque, c'est au-delà. Ce qui donne un et autre non pas regard. trop. Voilà, c'est un autre regard. Mais du coup, si on entend hyper comme trop par rapport à quoi? Par rapport à une société qui dit tu as le droit de ressentir des émotions, mais dans une certaine mesure. Tout comme nous sommes dans une société qui dit bon, on parle de la mort, mais pas trop. Hein. Voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques comme les émotions, la perte, le deuil. On en dit deux mots, mais on ne plonge pas dans ces thèmes parce que ça fait peur, parce que notre société n'est pas prête pour l'instant à aller regarder de ce côté-là. Et ça interroge sur cette peur de la thématique de la mort. On peut se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une peur du vivant? Ce qui rejoint aussi cette difficulté au respect du vivant. La vie, le vivant, l'intensité, voilà, c'est ça qui me vient avec votre très, très judicieuse et juste question. Mais du coup, vous soulevez plein de choses que j'aimerais beaucoup qu'on y revienne tout à l'heure. Mais je me posais la question, quel est le rôle de votre hypersensibilité dans votre accompagnement au deuil quand vous êtes face à des personnes qui sont en phase de deuil? Je pense à mon parcours. Je me suis préparée au départ de ma mère, qui m'a apporté tant au niveau des valeurs humaines, de la créativité. Je suis née dans un milieu artistique qu'elle incarnait.
Elle m'a transmis énormément aussi sur les valeurs du féminin, du respect de soi, enfin, et de la spiritualité. Et un jour, j'ai rêvé de la fin. Et c'était un rêve prémonitoire, je l'ai su des dizaines d'années plus tard. Mm. Quand j'ai fait ce rêve, il était tellement réel, et il allait l'être, mais il avait l'air tellement réel que je me suis dit... Et ce que j'ai ressenti était tellement intense, je me suis dit, le jour où elle va mourir, comment vais-je le vivre si je ne m'y prépare pas? Mm. Comment faire pour que ce départ soit un enseignement, et c'est aussi un très bel hommage que je lui rends à ce moment-là, si je vis son départ de cette façon, surtout connaissant sa philosophie, voilà. Et j'ai entamé tout un chemin de travail sur moi, de psychothérapie, de réflexion, et je me suis préparée. Et quand c'est arrivé, j'ai ressenti énormément de choses, mais je l'ai vécu en conscience. Et aujourd'hui, quand j'accompagne des personnes qui vivent la perte avant que ça arrive, quand par exemple les personnes sont dans des processus enfin, voilà, de fin de vie où on sait que c'est inéluctable, ou bien quand le décès vient d'arriver et toute la période de deuil, euh, je suis armée d'une certaine façon de cette connaissance d'avoir traversé et je sais ce que, à quel point ça peut nous faire grandir, nous initier et nous bonifier. Et donc, c'est avec cette expérience-là que je vais accompagner les personnes. Et bien entendu, mon hyper-empathie, mon hypersensitivité fait que je sens des subtilités parce qu'il y a ce qui est dit, il y a ce dont la personne est consciente et je sens aussi ce qui est à fleur de conscience, c'est-à-dire encore dans son inconscient. Et là, c'est tout l'art de l'accompagnement, c'est de savoir amener lentement la personne au bon moment pour qu'émerge l'information. Et je vais aussi sentir les ressources dont elle a besoin pour pouvoir traverser au mieux cette période. Quand je dis au mieux, c'est pas forcément ne rien ressentir, bien entendu. C'est tout le C'est contraire même. voilà comment j'accueille. Mm. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Et encore une fois, je trouve que euh, c'est une sublime façon d'honorer les personnes que nous avons perdues, entre guillemets, enfin en tout cas qui sont passées De l'autre dans côté. un ailleurs, de l'autre côté. Et quand vous parlez, on sent qu'il y a vous avez à cœur de rendre ces lettres d'or à la spiritualité. Et j'aimerais beaucoup que vous nous définissiez ce qu'est la spiritualité pour vous, parce que je crois que c'est un terme très galvaudé, comme la résilience d'ailleurs. Et je pense que les deux vont quelque part ensemble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi vous avez accolé ce terme de spirituel à hypersensible? Parce que j'ai commencé à sentir dans mes recherches, dans mes réflexions, que certainement l'hypersensibilité, dans certains cas, je ne saurais pas dire le pourcentage, peut être lié à un certain état de conscience. Pas seulement être conscient d'eux, mais des états de conscience qui fait que nous devenons perméables à des informations. Euh, et ça s'accompagne d'une certaine ouverture et du coup d'une certaine connexion à soi. Et, et quand je dis soi, je pense à Jung, Carl Gustav Jung, avec le soi, avec un grand S, qui est cette dimension spirituelle de l'être,
Certains y mettront le mot âme, d'autres mettront le mot esprit, d'autres mettront aucun mot. C'est OK, mais ce soit avec un grand S. Et pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est être dans cette... C'est retrouver la mémoire de qui nous sommes, c'est-à-dire c'est retrouver des états de conscience ou trouver des états de conscience qui sont liés à une forme d'ouverture. Cette ouverture, elle permet des connexions, des compréhensions. Et une fois qu'on se connecte à tout ça, on va avoir une posture dans la vie, une façon de cheminer qui ne va pas être la même. Inversement, je dirais que l'état de conscience collectif, c'est un peu comme si on était dans l'entonnoir. Et quand on monte en conscience, quand on s'élève, eh bien, on monte en direction de l'ouverture. Il y a quelque chose qui s'ouvre vers le haut. Pour moi, la spiritualité, c'est ça, et c'est ce qui m'est venu quand je m'interrogeais sur et si les hypersensibles étaient la manifestation d'une société qui change, d'une société qui change de conscience. Et en effet, il y a une conscience du vivant, il y a une conscience de l'importance des relations, il y a aussi une conscience de ce qui est brutal, violent, pas respectueux. Ça m'est venu comme ça. Et parce que je crois qu'il y a donc 6 profils d'hypersensibles que vous avez catégorisés à peu près, c'est ça, hein, c'est 6. Et je crois que dans ces profils-là, on arrive à comprendre aussi un peu plus cette notion de spiritualité accolée à l'hypersensibilité que vous explorez. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement ces 6 profils? Alors, je vais essayer d'aller dans le désordre parce qu'en fait, j'en suis au 6e. Alors, je peux faire à l'inverse pour changer. On va aller du plus, du plus subtil au un peu plus matériel. Le 6e, c'est l'hypersensible spirituel chamanique. Ce sont ces êtres qui ont une sensibilité aux arbres, aux plantes, aux animaux, qui ont un contact particulier avec les éléments de la nature, qui ont un contact particulier avec la terre. Donc, ça peut être des personnes qui arrivent à sentir l'énergie d'un arbre, à comprendre ce qu'un animal ressent. Ça va être des personnes qui vont vraiment avoir une connexion chamanique, donc vraiment avec une conscience de la terre, de la faune, de la flore, et établir des communications subtiles avec ces plans-là. Le 5e, c'est l'hypersensibilité spirituelle médiumnique. Ce sont ces êtres qui ont la capacité de recevoir des messages de personnes qui sont passées de l'autre côté et qui peuvent rêver de ces êtres ou avoir des synchronicités en lien avec ces personnes qui sont décédées, recevoir des messages. Après, il va y avoir une plus ou moins forte intensité. Il y a les hypersensibles spirituels que j'appelle rêveurs. Ce sont ces personnes qui ont la capacité de faire des rêves prémonitoires ou bien de faire des rêves très spirituels au sens de ce ne sont pas des rêves psychologiques de choses qu'on a refoulées qui ressortent ou de nettoyage d'informations acquises durant la journée. C'est vraiment des catégories de rêves spécifiques. D'ailleurs, quand on les fait, l'empreinte, la mémoire n'est pas la même, les couleurs éventuellement ne sont pas les mêmes, il y a une atmosphère qui est différente. Et ces hypersensibles spirituels rêveurs peuvent avoir des enseignements, des messages pour eux ou pour leur entourage ou pour le collectif durant la nuit. Donc, ils ont vraiment une possibilité de capter ces informations-là. Il y a les hypersensibles spirituels clairvoyants qui vont avoir des informations au quotidien avant que ça se produise. Ça peut être à court ou à long terme. Et ces êtres-là, parfois, ils ne se rendent pas compte en fait que leur mode de processus, ce qu'ils captent, tout le monde ne l'a pas. C'est des personnes qui vont savoir à l'avance
si certains événements vont bien se passer ou pas, vont pouvoir voir à l'avance l'atmosphère de leur rendez-vous, d'un lieu où ils ne seront jamais allés. Ils vont avoir des informations à l'avance de personnes qu'ils n'ont pas encore rencontrées. Ils savent déjà, ils sentent qu'il y a quelque chose, il y a des informations qui viennent. Et puis, ça peut être à plus long terme, des flashs ou des intuitions. Après, les canaux d'information ne sont pas les mêmes pour tous. C'est marrant parce que ces profils que vous me décrivez, il n'y a pas très longtemps, j'ai invité Patrick Siconiani, qui est psychologue clinicien et qui a vécu chez les Sioux Lakota. Et en fait, lui, il ne veut absolument pas parler de chamanisme chez les Sioux Lakota parce que pour lui, ça dilue totalement les différentes personnes qui existent au sein du clan et qui ont tout ce que vous me dites là. Eh ouais. Et on retrouve du coup le Wishacha Wakan qui est le premier profil que vous avez décrit, qui est un peu, qui recouvre un peu tout le reste, toutes Exactement. les autres ressentis. Et en fait, on retrouve le rêveur, on retrouve le prophète, on retrouve l'homme Ah, médecine ou la femme médecine qui va connaître du coup les plantes, les animaux. Et donc, en fait, c'est pour ça que quand j'ai lu votre livre, je me disais, mais c'est comme toutes ces cultures autochtones. On a tous, en fait, et vous avez parlé de ça, la spiritualité, c'est peut-être retrouver ce que nous avons été. bien sûr. Et ces cultures autochtones-là, pourquoi on les mythifie tellement? C'est que quelque part, on aimerait bien être un peu comme eux. Et on aimerait bien retrouver ce mode de vie. Et on aimerait bien aussi pouvoir à nouveau recroire en quelque chose qui est inexplicable. Parce que, bon, c'est vrai que la science est devenue un petit peu, la rationalité est devenue la nouvelle religion, enfin, moi, à mon sens. Et Tout à fait. malheureusement ça enlève beaucoup de... Ça nous enlève beaucoup de possibilités et ces hypersensibles que vous défendez, que vous reconnaissez, et bien finalement, ce sont ces personnes qui pourraient être des réservoirs de connaissances et de nouvelles façons d'appréhender le monde. Donc c'est très intéressant parce que pour moi, c'est ça, c'est qu'on est tous refoulés spirituellement et émotionnellement. Et, Tout à fait. et c'est sûrement le fait qu'il y ait plus d'hypersensibles et qu'on la voix leur est reconnue et on leur donne davantage de visibilité, c'est peut-être oui, la manifestation d'une société qui a juste besoin, de manière vitale, juste à exprimer des émotions, à exprimer ce qu'ils voient et ce qui, certes, inexplicable, mais qui existe. Et qui, j'ai l'impression, c'était aussi notre question que je voulais vous poser, vous faites partie de tous ces profils. J'ai tout ça, ouais, j'ai tout ça. Hmm. Et j'ai réparti les différents profils parce que j'étais bien obligée pour étayer mon propos et transmettre un message clair. J'étais obligée de faire des catégories, alors que c'est pas ma façon de fonctionner. Voilà, je suis pas très cerveau gauche, hyper hiérarchisée, pas du tout. Mais Hmm. voilà, je sais que pour transmettre un message et pour étudier et pour creuser les thématiques, il est nécessaire de structurer les choses Faut et que donner c'était des plus repères. pratique de faire comme ça, ouais. Hmm. Et en écrivant ces différents types, différents profils, à un moment donné, je me suis dit, mais ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. Et, euh, et en écrivant ce livre, j'ai appris aussi sur moi un peu plus parce que je n'avais pas conscientisé. Ça fait tellement partie de moi que je l'ai tellement intégré qu'à un moment donné, je ne sais plus en fait. Voilà, il y a quelque chose de tellement naturel. Et en effet, je vous rejoins sur dans nos sociétés, on est tel que les nôtres, l'individu est coupé de Mhm. l'autre, de lui, de la nature. Et dans ces sociétés autochtones, ancestrales, nos racines finalement, on est relié au tout. Hmm. Et je pense que l'humain souffre, nous, dans ces sociétés modernes, cet humain dans les sociétés modernes souffre, oui, de cette Hmm. déconnexion. Et que notre avenir, ça va être d'unifier
la science et la Hmm. spiritualité. Et quelque part, c'est ce que vous faites avec psychologie et spiritualité. Bon, Carl Jung avait aussi déjà fait pas mal de chemin de ce côté-là, mais je trouve ça très intéressant que quelqu'un, donc thérapeute psychopraticienne, puisse euh, permettre à la spiritualité de s'inviter dans ce chemin-là, parce qu'on en a besoin. Et dans votre livre, vous parlez beaucoup de l'émerveillement qui pourrait caractériser l'hypersensible. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu plus ce qu'est l'émerveillement à vos yeux? Et ce qu'il vous apporte? C'est c'est- c'est- c'est une thématique qui est très importante pour moi et j'ai observé que chez beaucoup d'hypersensibles, c'est très présent. L'hypersensible, sa valeur, c'est l'harmonie. Hmm. Et encore plus chez les hypersensibles spirituels parce qu'il y a vraiment cette conscience des vibrations, des énergies et un regard porté sur la vie qui est plus profond. Et l'émerveillement arrive dans ces instants où on est émerveillé par la beauté d'un être, d'un paysage, d'une musique, d'un tableau. L'émerveillement, il est associé à euh, quelque chose qui nous a élevés et l'émerveillement lui-même nous élève. Hmm. D'être émerveillé, c'est porter un regard conscient de la beauté que l'on accueille et c'est vibrer avec cette beauté. Hmm. Et quand un hypersensible contacte l'émerveillement, il est vraiment euh, c'est comme quand on plonge dans un bain à une température absolument agréable. C'est comme si il y avait une reconnexion avec quelque chose d'essentiel. Hmm. Et Voilà. je ne sais pas si vous intéressez sûrement, vous intéressez aux neurosciences, où on commence à mieux comprendre comment le cerveau fonctionne, comment le cerveau peut s'adapter à beaucoup de situations, surtout à des situations de crise. Et je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Christian Clot, qui a travaillé beaucoup donc de l'adaptation de l'humain dans des climats extrêmes, que ça soit donc très très humide, très 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 chaud, très 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 froid. Et en fait, ce qu'il a pu constater, et donc il était suivi par une ribambelle de scientifiques, c'est que l'émerveillement s'invitait dans des moments de crise extrême, dans le sens où il pouvait ne plus avoir perdu tous ses vivres, où il avait failli mourir dans les flots, je sais plus, de l'Amazone. Enfin bon, bref, je sais plus ce qui lui est arrivé exactement, mais il expliquait qu'en fait, un arc-en-ciel, un petit moineau qui faisait son nid, quelque chose en fait de beau, lui donnait envie de poursuivre cette aventure qui était si dure, physiquement, émotionnellement, et que cet émerveillement-là, finalement, c'était notre capacité à s'adapter. Et donc, entraîner notre cerveau à l'émerveillement est une source de résilience incroyable. Et donc, est-ce que, je me pose la question, est-ce que l'hypersensible spirituel aurait cette capacité de résilience? Et dans quelle mesure? J'en suis convaincue. C'est-à-dire que l'hypersensible spirituel étant touché par des choses qui élèvent, par la beauté, par l'harmonie, ça ouvre la porte sur des ressentis qui vont être ensuite des énergies sensitives, émotionnelles et aussi au niveau hormonal ça va porter l'être. Moi, quand,
En hiver, c'est un petit peu plus compliqué pour moi, mais j'essaye de régulièrement commencer ma journée en marchant et en musique et dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a vraiment Hmm. deux éléments importants qui sont la musique, parce que Sollicité. je sais que ça m'élève, Hmm. et la contemplation de la nature. Et je suis tellement en contact avec l'énergie de la nature et de la musique. Je sens que mes énergies se transforment, que je m'élève, et je sais que toutes ces sensations vont ensuite se diffuser en moi dans la journée Hmm. si je suis face à des Mhm. tensions, Mhm. à du stress, à une accumulation de beaucoup de choses, etc. Donc en effet, cet émerveillement, c'est vraiment comme si on se branchait sur une batterie qui nous donne une énergie de vie, en fait. Et je pense qu'il y a aussi un autre aspect extrêmement important, c'est que pour les hypersensibles spirituels, il y a la connexion au soi avec un grand S, à cette partie de nous qui sait tout, à cette dimension dite spirituelle. Euh, et quand on est... Et c'est une fois de plus, j'ai dit connexion. Connexion au tout, connexion à soi. On voit bien que c'est l'opposé de la séparativité et que c'est Hmm. une voie d'accès Mhm. pour tout être, bien sûr, Hmm. mais très importante pour les hypersensibles spirituels, pour tous ces êtres qui souffrent de cette déconnexion, ces instants où on recharge les batteries et où on est inspiré et donc émerveillé. En effet, ça va servir ensuite à pouvoir traverser ce qui nous est violent, nous est malmenant, nous crée des tensions Hmm. et nous aider à traverser en fait ce qu'on doit traverser et qui est constitué aussi de la société dans laquelle nous Hmm. vivons actuellement. Et est-ce que vous accompagnez aussi, parce que je trouve ça hyper intéressant, toutes ces notions que vous développez et ce dont on discute, et je m'intéresse toujours au côté praticité et comment le mettre en pratique. Est-ce que vous accompagnez peut-être des entreprises? Est-ce que vous abordez ces notions-là dans des secteurs de la société? Est-ce que c'est possible? Ça doit l'être, mais c'est pas trop le genre d'endroit où j'ai envie d'être. Hmm. Mais c'est important, c'est important. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent dans ce sens et bien entendu que Hmm. c'est excessivement important parce que les sociétés reflètent notre société. Hmm. Le mode de fonctionnement qu'il y a dans les entreprises est le reflet de comment est structurée Mhm. notre société. Aujourd'hui, c'est l'individualisme, j'ai besoin, je Mhm. prends, j'achète, c'est la société consumériste. Et il y a aussi de la compétitivité. Et il y a tout un état d'esprit à changer individuellement et collectivement sur comment être ensemble, comment Mhm. rendre compatibles nos différences, comment être dans la co-création et non pas la rivalité, la concurrence, les luttes de pouvoir. C'est ça qui est très violent pour des Mhm. personnes qui ont des états de conscience, des philosophies de respect du vivant, de l'autre et d'une certaine harmonie. C'est très violent pour ces Mhm. personnes-là. Par quel endroit ça va se modifier? Je pense par plusieurs. Et en ce moment, il y a vraiment quelque chose qui se passe en termes de prise de conscience. Mais il faudra du temps avant que ça bascule concrètement dans des endroits très pragmatiques, très concrets que sont les sociétés. Enfin bon, si on vient me chercher en me demandant d'aller d'aller transmettre mon message dans ces endroits-là, pourquoi pas? Euh, Suivant les endroits, il peut y avoir une certaine réceptivité. J'ai donné une conférence sur la rencontre dans un espace professionnel avec un public qui venait vraiment. Ben voilà, c'était plusieurs entreprises qui se rendaient au même endroit et j'ai été accueillie avec une chaleur
Et ensuite, l'espace, le temps de signature, dédicace, les gens sont venus me parler individuellement. Ils étaient heureux parce que ils avaient vibré fort à, aux valeurs de respect de l'autre, de l'importance de la rencontre et comment ça peut nous transformer et comment nous pouvons aussi être un élément important dans la vie de quelqu'un. Donc, ce jour-là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Les êtres sont réceptifs. Et je pense que la pandémie y est pour quelque chose. Ça nous a mis un coup de pied aux fesses et ça a réveillé un bon nombre. Cultivons notre sensibilité pour pouvoir s'émerveiller afin de mieux nous adapter aux changements soudains que l'on rencontre au creux de notre vie. Ces changements, bien sûr, qui reflètent l'impermanence dans laquelle nous vivons. Et c'est donc la raison pour laquelle j'avais invité Géraldine à intervenir sur ce podcast. J'espère que, comme moi, vous avez apprécié son enseignement sur le pouvoir de l'hypersensibilité, qui plus est, hypersensibilité spirituelle. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres éphéméris, mais aussi pour des épisodes hors série. Comme vous le savez, j'ai entamé une petite série qui va aborder les cultures autochtones et leurs enseignements concernant leur philosophie de vie et de mort. Laissez-moi un avis sur Apple Podcast, cela me fera très plaisir, ou bien sur YouTube, directement sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute.